J'ai invité 20 haters pour débattre avec moi. Ils ont tous vu mes TikTok les plus viraux et ils sont pas d'accord. Est-ce que je vais réussir à les faire changer d'avis ou me faire laminer? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Je te donne un exemple. En France, proportionnellement, il y a plus de noirs criminels que de blancs criminels. Du coup, est-ce que c'est raciste de dire qu'en moyenne, il y a plus de criminels noirs? Et on est Renoir, donc je suis la dernière personne qui a envie d'être raciste, mais c'est des stats. Et de la même manière, si t'es flic, et je sais que toi t'as été confronté à ça personnellement, est-ce que c'est raciste de plutôt arrêter des noirs pour contrôler s'ils ont de la drogue sur eux par exemple, que des blancs? Donc là, suite à ce TikTok, si vous êtes plutôt pas d'accord, vous levez le drapeau rouge. Si vous êtes plutôt d'accord, vous levez le drapeau bleu. Ceux qui sont pas d'accord, je les ferai débattre avec moi. Vous pouvez lever les drapeaux. Ok. Qui est ultra chaud à débattre? Ok, vas-y. Donc là, on a 2 minutes. Et au bout des 2 minutes, on verra qui a été le plus convaincant. Je te laisse commencer. Ok, donc pour moi, le problème, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est une réalité qu'il y a plus de minorités qui font plus de choses, mais en fait, c'est détourner le débat, en fait. Le problème, c'est pas tant que ce soit des Noirs, que ce soit des Arabes qui volent, ou etc., mais c'est que pourquoi est-ce qu'ils volent? C'est qu'on les a mis dans des zones prioritaires, dans les années 70, avec le regroupement familial, etc. On les a envoyés dans des zones familiales. Donc c'était obligé qu'ils y allaient se passer, que ce soit des Noirs, des Arabes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est des minorités, en fait, qu'on a exclues dans les banlieues et qui, du coup, vont faire certaines de ces choses. Donc voilà, je voulais voir. Je suis 100% d'accord avec toi. Non, alors moi, mon propos, c'est pas de dire que c'est à cause des Noirs, à cause des Arabes, à cause des minorités qui sont méchants, que c'est des mauvaises personnes, mais c'est de Oui, mais à quoi ça sert de le dire encore? C'est juste un fait, en fait, c'est un fait. Quand tu prends les stats, je sais qu'en France, on peut pas faire ce genre de stats, mais aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe, en Suisse, d'où je viens, on peut faire ces stats. Et tu regardes par nationalité le taux de criminalité. Il y a des nationalités qui ont un taux de criminalité qui est plus élevé, c'est un fait. Et en fait, quand tu dis ça, certaines personnes vont dire non, c'est pas vrai. Et sur ce TikTok, tu as plein de gens dans les commentaires qui sont en mode non, c'est pas vrai, moi, tous mes potes noirs, ils font pas de crime, alors que les blancs, eux, c'est des gros criminels, mais ils se cachent derrière des costumes et donc on le voit pas. Oui, mais dans la vérité, donc, ils se cachent beaucoup de choses. Moi, je parle juste de ça. Maintenant, je suis pas en train de dire c'est leur faute. Je suis en train de dire, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est à cause de la société, c'est parce qu'ils sont dans des quartiers où c'est plus difficile, c'est parce qu'ils ont moins d'opportunités financières que. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais dans cette vérité, en fait, il y a un danger qui se cache, c'est que les gens, tu le sais sur TikTok, il y a plein de gens qui confondent tout. C'est-à-dire que tu vas le dire, c'est vrai, c'est un fait qui est vrai, mais au final, les gens vont tout mélanger et vont dire, ah, tous les Noirs le sont, alors que c'est une minorité de cette population, tu vois, qui fait ce genre d'acte. Et donc, toi, tu penses que vu qu'il y a des gens qui mélangent, il faut dire des choses qui sont factuellement fausses? Je pense que c'est mieux, ouais. Ah ouais? C'est moins dangereux. La vérité peut être dangereuse, on est d'accord ou pas? Ouais. Bah, je pense que dire la vérité, c'est plus important et que c'est justement, il faut éduquer les personnes qui confondent tout, mais qu'il ne faut pas leur mentir. Ça n'arrivera pas, justement, avec l'ère des réseaux, etc., et les TikTok, les gens, ils regardent 10 secondes d'une vidéo et ils ont un avis tranché, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire des analyses, il faut faire des recherches, il faut lire des livres pour avoir un vrai avis. Quand, aujourd'hui, les gens font leur avis sur des TikTok de 5 secondes, on peut pas se permettre de dire des choses comme ça, tu vois. Ok. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Anthony. Anthony, merci Anthony. Ok, donc suite à notre passage, je vous invite à lever le drapeau rouge si vous êtes plutôt d'accord avec Anthony, qui vous a convaincu, et lever le drapeau bleu si vous êtes plutôt d'accord avec mes propos. Je suis désolé, mais l'école aujourd'hui, c'est nul. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'école qui donne des notes aux élèves, mais je peux t'assurer que si les élèves donnaient une note à l'école, on donnerait 0 sur 20. Un exemple très simple. En France, en moyenne, on étudie l'anglais pendant 7 ans. 7 ans à se taper des cours d'anglais. De la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe, des lectures, nanani nanana. Pour au final, palmarès, même pas être capable de répondre à un touriste anglais qu'on croise dans la rue. Si ça, c'est pas un échec. Et c'est pas parce que l'anglais c'est difficile. C'est pas parce que les élèves sont nuls. C'est juste parce que la manière dont on enseigne, elle est éclatée au sol. Et y a pas besoin d'être un génie pour faire mieux que ça. Ok, suite à ce TikTok, ceux qui sont pas d'accord en rouge, ceux qui sont d'accord en bleu. Ok. Par rapport à l'école, il ne faut pas oublier le fait que tu vas à l'école, tu apprends plein de sujets en même temps. Tu es là en train de faire de l'histoire géo, tu fais des langues, tu fais des maths, tu fais du français, tu fais de la littérature. Donc c'est normal que tu ne vas pas tout apprendre de la même façon que tu apprendrais si tu deep focus sur de l'anglais par exemple, d'accord? Et tu vas apprendre l'anglais. Aussi, tu arrives avec 0 bagage à l'école. Si tu n'étais pas parti à l'école, ça ne serait pas aussi facile que ça d'apprendre l'anglais parce que tu arrives avec des bases. En regardant une série en anglais avec les sous-titres, ben, tu arrives avec certaines bases qui te permettent d'apprendre ces choses. Après, moi, je ne suis pas un fan du système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, mais ça, c'est ses avantages. Et si tu compares quelqu'un qui a été à l'école et quelqu'un qui n'a pas été à l'école, ben, ils n'arrivent pas avec le même bagage. En général, ils ne réussissent pas de la même façon. Carrément, mais je pense qu'il faut comparer ce que l'école est aujourd'hui avec ce qu'elle pourrait être. Et quand je vois 7 ans d'apprentissage d'anglais à coup de plusieurs heures par semaine et qu'à la fin, les gens n'arrivent même pas à se présenter et dire où ils habitent, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je peux t'assurer que si moi, je devais créer un programme scolaire pour apprendre l'anglais et que j'avais le même temps
pour justement aider les élèves, je suis sûr et certain que j'arrive à avoir un résultat en termes de capacité à parler et comprendre l'anglais qui est Mais ça, c'est pour, un programme d'anglais seulement. Mais si tu dois leur apprendre tous les autres sujets à la fois avec l'anglais en plus, ben, ça ne va pas être aussi facile que ça. Et je te mets au défi de trouver la solution à ça parce que c'est un gros problème. Et même si tu vas aux États-Unis, dans les écoles et dans les universités, quand tu vois quelqu'un qui vient, par exemple, du système éducatif français, quelqu'un du système éducatif anglais, ben, en général, tu vois que les gens du système éducatif français, ils ont un petit peu plus de bagages. Ah, tu trouves? Je trouve, ouais. Ok, top, on peut remonter les drapeaux. Ah, je me fais défoncer. Bien joué, bien joué. Pour grossir votre barbe. Alors, il y a une légende urbaine qui est totalement fausse, qui est que ta barbe, si tu veux qu'elle pousse, faut la raser, et qu'après, quand tu arrêteras de la raser, elle poussera. Moi, j'ai tout le temps entendu ça. J'ai fait ça toute mon adolescence. Résultat, à 22 ans, j'ai toujours pas de barbe. Genre, j'ai juste une petite barbe là et une petite moustache. Je me suis dit, tu sais quoi, ça a pas l'air de marcher, je vais faire l'inverse. Et pendant le premier confinement, pendant 6 mois, j'ai pas coupé ma barbe. J'ai rien touché. C'était dégueulasse, j'avais des trous, c'était horrible. J'ai juste laissé. Et au fur et à mesure, elle a vraiment commencé à pousser. Ok, magnifique. Je suis la preuve vivante que laisser la barbe pousser, bah ça marche pas forcément. T'as laissé pousser ta barbe pendant combien de temps? Alors là, ça fait à peu près 1 mois et il y a littéralement rien dessus. Dans la vidéo, je dis qu'il faut laisser pousser sa barbe pendant combien de temps? Je sais pas, j'ai pas entendu. 6 mois. 6 mois, ok. Bon bah alors ça marche. T'as quel âge? 18 ans. Ok, bon c'est un petit peu tôt. Mais en gros, mon expérience, et j'ai convaincu 3 de mes potes, hein, si tu te rases à chaque fois, tu laisses pas le temps au poil de se développer, de s'exprimer, tu vois. Et donc il est toujours là, il peut jamais prendre des forces. Alors que si tu le laisses vraiment pousser, eh ben, au bout d'un moment, c'est comme un arbre. Tu vois, l'arbre, si tu le coupes tout le temps, il va jamais avoir un gros tronc. Là, tu le laisses. Et ensuite, tu vas avoir une barbe beaucoup plus grosse. Mais 18 ans, c'est un peu tôt. Peut-être vers 21, 22 ans. Là, tu peux tenter pendant 6 mois, tu coupes pas. Et ça a marché sur moi et ça a marché sur tous mes potes. Ok, bon bah j'essaierai alors. Merci pour la technique. On peut arrêter là. Merci beaucoup. Ok, on relève les drapeaux. Alors, j'ai pas fait le scoring, mais on fera. Ah, je t'ai convaincu, ok. Le sujet numéro 1, c'est la génétique en fait. Si de base, tu vas pas avoir de barbe, tu vas pas avoir de barbe. Okay. Et en plus, après, le fait de raser ou de pas raser, ça n'a aucune importance, parce que l'important, c'est le bulbe qui est à l'intérieur. Donc, s'il est pas gros, il sera jamais gros. À moins que tu mettes du minoxidil ou des trucs comme ça va pas grossir, parce que l'important aussi, c'est le flux sanguin. Donc, si tu rajoutes du sang, forcément ça va grossir. Okay. C'est un peu comme si tu nourrissais un arbre, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure. Mais sinon, le sujet numéro 1, c'est la génétique. Alors je suis complètement d'accord avec toi. Le sujet numéro 1, c'est la génétique. Le truc, c'est que le poil, si tu ne le laisses pas le temps de se développer, tu as l'impression qu'il est petit, mais en fait il pourrait être gros. Et donc, si tu le laisses vraiment pendant longtemps, il va pouvoir s'exprimer et prendre son plein potentiel. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de barbe parce qu'ils ont juste essayé pendant 1 ou 2 semaines de laisser pousser leur barbe et puis il y a des trous, c'est pas très... Il y a des endroits où ça pousse moins vite. Et donc ils se disent, j'ai pas assez de poils pour avoir une vraie barbe, alors que s'ils avaient laissé pousser les poils pendant plus longtemps, eh bien ils auraient réalisé qu'ils pouvaient avoir une barbe. Ben, je le sais parce que c'est mon cas. C'est une théorie ça. C'est mon cas, moi pendant... C'est mon cas, mais c'est peut-être individualisé, tu vois. C'est mon cas et c'est le cas de 3 de mes potes. Ok, maintenant amène une preuve scientifique de ça, parce que je suis sûr que c'est pas vrai. De quoi? Que moi et mes potes, on n'avait pas de barbe et qu'ensuite on l'a laissé pousser. Des cas particuliers, ça veut pas dire que c'est une généralité, tu vois. Donc ça marche pour certaines personnes. Oui, mais ça veut pas dire que c'est une généralité. J'ai pas dit que c'était une généralité. Bah oui, mais tu dis ça marche pour mes potes, donc c'est des vrais. Scientifiquement, c'est pas, tu peux pas affirmer ça. Scientifiquement, si tu coupes pas tes poils et que tu vois qu'ils poussent, ils poussent. D'accord. D'accord, mais ça veut pas dire qu'ils vont grossir. Mais si tu coupes pas tes poils, en gros, tu dis que parce que, en gros, t'as laissé pousser, après tu peux avoir une plus grosse barbe. Ça marche pas comme ça. Donc plus tes poils poussent, plus ta barbe elle est petite. Non. Mais là, t'es en train juste de faire l'inverse de ce que j'en regarde. Non, d'accord. Si tu laisses pousser tes poils, t'as plus de poils, donc t'as une plus grosse barbe. Non, t'as pas plus de poils, juste ils sont plus longs. Mec, tu racontes n'importe quoi. Ah ok, en plus de... Ok d'accord, mais donc on voit plus de poils sur ta barbe. Tu vois qu'ils sont plus longs, point. Y a pas de débat, tu vois. Ok. Mais bon, c'était marrant. Ok, vous pouvez relever les drapeaux. Tu me donnes quel âge? Je sais pas, 25. Exactement. Comment ça se fait que j'ai pas de barbe alors que ça fait 4 ans que je laisse pousser? Tu rases rien du tout? Quand j'ai rasé, ça a poussé un petit peu ici. J'en avais 6, on dirait Funny Baby, mais... Et t'as jamais essayé de laisser... Est-ce que t'as déjà essayé de laisser pousser pendant 6 mois?
Ça fait 3 ans que je laisse pousser Yumi. Non mais là t'as pas... J'ai rien, je comprends pas. Mais là tu coupes. Non, je coupe pas. Je n'ai Donc juste là, tu vas me dire, rien, j'ai 24 depuis ans. 6 mois, t'as jamais pris de rasoir, t'as jamais rien fait à ta part. Absolument pas. Ah. Bon, bah, ça, c'est la génétique, ça. Merci. Et pour la petite info, j'ai moi-même un grand frère qui a bientôt 30 ans et qui a un tout petit bouc parce que ça pousse pas. Non mais alors ce que j'ai dit dans le TikTok, c'est pas que absolument tout le monde peut avoir une barbe magnifique, il suffit de la laisser pousser pendant 6 mois. C'est juste que je pense qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui pensent ne pas avoir le potentiel pour avoir une barbe parce qu'à chaque fois ils laissent pousser leur poil un petit peu, ils coupent, ils laissent pousser un petit peu, ils coupent. Et si ces personnes-là, elles laissaient pousser leur barbe pendant 6 mois et ils passaient à travers l'inconfort d'avoir une barbe un peu chelou pendant quelques semaines, mais ils réaliseraient qu'ils ont beaucoup plus de poils que ce qu'ils pensent. Au final leur barbe, elle peut fonctionner. Il y a juste en fait cette petite période intermédiaire où t'es chum, mais en fait après derrière tu peux avoir une vraie barbe. Et c'est ce que j'ai réalisé et j'ai donné le même conseil à mes potes et en fait ils ont eu la même expérience. Pendant des années ils n'avaient pas de barbe parce qu'ils pensaient pas pouvoir le faire et quand ils ont laissé pousser vraiment pendant longtemps ils se sont réalisés qu'en fait oui ça va, que je peux avoir une vraie barbe. Donc moi étant donné que je fais pas partie de cette catégorie-là... Non, toi ça marchera pas. Bon, du coup, il faut aller en Turquie. Ouais. Bah, j'ai pas plus d'arguments parce que ça marche pas les gars donc... Ah, il a rechangé d'avis. Tu vois l'influence que t'as sur les jeunes, tu vois, il croit plus en sa barbe à cause de toi. C'est ma faute. Merci beaucoup. Merci. J'étais un gros radin. Quand j'étais plus jeune, je dépensais pas un seul centime. J'économisais tout. Mon ex de l'époque, si elle voulait aller au resto, je payais pas parce que je lui disais, moi j'ai pas envie d'aller au resto. Elle insistait. Du coup, au final, elle m'invitait. Parce que les gens ne comprennent pas. Mon ex, je lui ai faire une Rolex après. Si à cette époque-là, j'étais radin, c'était parce que je savais que d'avoir un petit peu de capital de côté, ça allait me permettre de gagner beaucoup plus d'argent et ensuite de pouvoir donner beaucoup plus à mes proches, à mes amis, etc. Aujourd'hui, si je vais au resto, c'est impossible que quelqu'un d'autre prenne l'addition. Je paye systématiquement pour tout le monde. Souvent, je fais des vidéos sur YouTube et on me dit, ouais, non, mais pour lancer mon business, il y a besoin de 200 €. Et mec, tu veux obtenir certaines choses dans la vie, bah oui, économise 200 €, sois radin pendant 2 semaines pour ensuite pouvoir être généreux pendant des années. Ok, je vous laisse lever les drapeaux. Ok, on a pas mal de radins, team radin, c'est bien, vous assurez les gars. Ok, bah vas-y, tu peux venir. Le truc c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu accumuler en termes de succès ou d'argent, est-ce que tu regrettes pas peut-être dans ta jeunesse des petits moments, sans abuser bien sûr, où tu aurais peut-être pu dépenser pour te faire plaisir, ou à tes proches, ou à ta famille, ta copine, ou je ne sais quoi? En vrai, t'as raison. J'ai changé d'avis entre le moment où j'ai fait ce TikTok et aujourd'hui. Comme tu le dis, si t'es trop radin quand t'es jeune, tu loupes des opportunités de vivre des moments stylés. Et en fait, parce que tu gagnes plus d'argent par la suite, de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête quand t'es jeune parce que plus tard, tu pourras gagner plus. Mais la nuance est importante. Moi, en gros, j'ai une règle que j'ai fixée, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, c'est je prends la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc, par exemple, un mec qui gagne 1000 balles par mois, 1500 balles par mois, et je me dis que tout argent que j'arrive à gagner au-dessus de ces 1500 balles, je veux économiser 20% de ça. Dans une de tes vidéos, c'était 20% de ce que tu gagnais, le dépenser. Donc pas forcément quand on veut lancer quelque chose de grand et qu'on gagne 1200 € par mois par exemple, mais à partir d'un certain moment, je pense que c'est un ratio qui est bon. Ouais. Ok, bah on est plutôt d'accord dans la nuance du coup. Bah merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Yes. Je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Tous les mois, c'est envoyé. Et si on se divorce, bah, elle aura eu tout l'argent qu'elle aura gagné pendant cette période de temps. Parce que c'est une grosse peur pour énormément de filles qui, en fait, quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps, elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent, ah, si ça s'arrête, je serai dans la merde. C'est vrai que c'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite, il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Ouais. Non, c'est pas normal. Ok, levez les drapeaux, les amis. Ok, intéressant. Ok. Mister, yes. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que c'est pas utile de donner financièrement à une femme de l'argent pendant X mois, pendant le temps que tu es avec elle. Je pense que le plus intéressant, ça serait plutôt de l'aider à développer un business, dans le sens où tu l'aides à être plus autonome. Et là, ça serait une vraie aide. Parce que lui donner de l'argent à partir du moment où tu vas partir, bah, une fois que tu pars, il n'y aura plus rien. Et tu n'as aucune garantie qu'elle continue pas à te demander de l'argent, des pensions, etc. Donc moi, je mettrais plus de nuances dans l'idée de l'aider à se développer. Là, le contexte qui me manque, c'est dans le cas de figure où ta femme a plutôt envie d'être au foyer, de s'occuper des enfants, etc. Ouais, mais ça t'empêche pas du coup de l'aider aussi. Je pense elle a pas envie de lancer le business, elle a envie de s'occuper de ta famille. Tu fais quoi? Tu la forces à lancer un business? Non, tu la forces pas, mais tu essaies de l'intéresser. Je pense que faire de l'argent, juste avoir de l'argent, c'est utile, mais aussi aider à faire de l'argent, c'est aussi intéressant. Tu penses pas que c'est une bonne manière dans un couple d'avoir par exemple la personne qui a envie de faire du business, qui fait du business, et la personne qui a envie de s'occuper de la famille, qui s'occupe de la famille? Je pense pas que ça soit mal, mais si tu es dans une démarche d'aide et d'évolution, je pense que c'est aussi bien de l'accompagner et de l'aider à
à monter avec toi. Je pense que c'est aussi intéressant. Mais moi, ce que je dis, c'est juste, si elle passe beaucoup de temps à s'occuper des enfants, du foyer, de la famille, bah ça mérite... ouais, bien sûr, mais je pense que le point où on n'est pas d'accord, c'est la manière d'aider. Toi, c'est de l'argent. Moi, je pense que... Tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux aussi. Ok. Top, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, je vous laisse relever les drapeaux. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Quand tu vas rétrocéder de l'argent à ta femme tous les mois, sur le long terme, peut-être qu'il peut y avoir un manque de respect par la suite. Alors, je dis pas que tu manques de respect à ta copine, mais ça se voit souvent parfois quand on te donne de l'argent en mode bah, ferme ta gueule, maintenant je t'ai donné de l'argent et tu gardes les enfants, tu fais la cuisine et en gros, bah, un peu le cliché. Donc je dis pas que tu fais ça, mais plutôt pas d'accord dans ce sens-là si les gens pensent à faire ça dans ce sens. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà. Ouais, là-dessus, je suis 100% d'accord. C'est le respect, c'est... En fait, pour moi, je trouve qu'une femme qui a envie de s'occuper de la famille, c'est quelque chose de beau, de magnifique et que c'est pas quelque chose à dénigrer. Dans la société aujourd'hui, on a tendance à dire « Ah, une femme qui s'occupe du foyer, c'est genre une esclave limite et il faut absolument qu'elle ait ses ambitions professionnelles, sinon elle fait une grosse erreur. » Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que la femme, il faut qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Si elle a envie de s'occuper des enfants, elle le fait. Si elle a envie plutôt de se focuser sur sa carrière, elle le fait. Si elle fait le choix de s'occuper des enfants et que derrière, tu lui donnes rien, ensuite au divorce, elle a rien, c'est-à-dire qu'elle a passé tout ce temps à s'occuper des enfants et elle en ressort avec rien du tout. Donc c'est à ça que j'ai envie de remédier en lui permettant d'avoir la liberté financière via mon travail. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lui manquer de respect. Voilà, parce qu'en règle générale, c'est souvent dans ce sens. Et après, je rebondis pour le business de la femme. Je pense que c'est une question d'organisation et qu'elle peut développer son business à côté et du coup se créer son propre argent. Ça n'empêche pas que tu en donnes aussi pour les enfants ou le train de vie de la maison. Donc c'est cool. Je pense que vraiment, c'est une question vraiment d'organisation et de timing pour la femme. Je pense qu'il faut qu'elle ait plusieurs casquettes. Moi, à mon sens, c'est vrai que j'aime entreprendre, mais à côté de ça, je te rejoins totalement sur le fait qu'une femme doit aussi s'occuper de ses enfants et chacun a son rôle. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Donc tu peux donner, mais que le respect soit vraiment exemplaire, quoi. 100%. Voilà. Bon, on est plutôt d'accord, mais je vous laisse quand même... Du coup, par rapport au sujet général, voilà. Ok. J'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait tout le temps les pires questions. Elle comprenait rien au cours, elle avait les questions les plus débiles, cours après cours, jour après jour, elle était tout le temps en train d'interrompre la classe. Cette meuf, elle était pas super forte en maths, elle comprenait pas vite, mais elle était là tous les cours à poser toutes les questions. À chaque fois qu'elle comprenait pas, elle taffait ses exercices comme personne. Le semestre d'après, elle était plus élève, elle était assistante pour un des profs carrément, parce que c'est elle qui a eu la meilleure note. Donc je pense que dans plein de domaines, que ce soit les études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent, tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline. De manière générale, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le fait que dans la vie, en ayant plus de discipline que les autres, on peut battre les personnes qui sont plus intelligentes que nous, ou qui ont plus de talent? C'est ça un peu le... Bon. Anthony, il est jamais d'accord. Ok, bon, on a que Anthony. Ah, ok, let's go. La discipline, je pense, c'est un plan de base que tout le monde peut avoir. On connaît tous un peu comment être discipliné. Après, en fonction des personnes, certains peuvent l'appliquer ou pas. Par contre, l'intelligence, c'est quelque chose, des fois pour certains domaines, on va être inné. Il y a des choses pour des personnes, elles vont toucher à un domaine, elles vont exceller. Voilà, et il y en a qui vont pouvoir être disciplinées toute leur vie et ne jamais atteindre ce certain niveau. On le voit par exemple avec les meilleurs sportifs au monde. On aura beau avoir toute la discipline du monde pour arriver à ce niveau-là, on ne l'aura peut-être jamais. Donc peut-être que des gens qui ont plus de capacités, que ce soit intellectuelle, physique ou peu importe, ils auront ça, et d'autres personnes qui voudraient atteindre ce niveau-là, même s'ils mettent toute la discipline du monde, toute l'énergie qu'ils veulent pour atteindre ce niveau-là, ils ne l'auront peut-être jamais. Au top du top, il y a toujours des gens qui ont et le talent, et l'intelligence, et la discipline. Et donc, si tu veux vraiment arriver tout en haut des échelons, il faut les deux. Mais dans la vie, de manière générale, tu peux dépasser beaucoup de personnes juste en faisant preuve de plus de discipline parce qu'ils travaillent moins que toi. Quand je regarde les études, quand je regarde le business, quand je regarde le sport, j'ai jamais découvert des gens qui sont au top, qui n'ont pas de discipline et qui ne travaillent pas dur. Mais du coup, la personne qui est disciplinée, qui veut atteindre le niveau d'une personne qui est peut-être pas disciplinée, bah la personne qui n'est pas disciplinée, si elle décide d'être disciplinée... Oui, d'accord, je suis d'accord. Voilà, mais ce sera pas... Tu vois, des gens qui sont, qui sont ultra disciplinés et qui sont aussi ultra talentueux, t'en as très peu. Mais si tu veux être dans les meilleurs, tu peux presque toujours y arriver avec plus de discipline et plus de travail que les autres. Pas forcément, non, parce que... Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont, par exemple, dans les études, étudier toute la journée, du début à la fin, qui vont se planter à tous les cours, qui vont tout écouter, qui vont être à fond
et qui vont au final vraiment être le moins bon de la classe. Alors peut-être pas le moins bon, parce que si on compare entre le meilleur ou si on compare avec le moins bon, ça n'a pas forcément du coup, c'est à quel niveau on veut atteindre. Ouais, mais on peut plus parler. Au top, je vous laisse relever les drapeaux. Nice. T'as convaincu 2 personnes, bravo. Selon toi, les mecs gentils, ils sont friendzone. Je suis pas d'accord. Je pense que tu peux être gentil et avoir énormément de succès avec les meufs. Le truc, c'est qu'il y a 2 manières d'être gentil. Un mec qui refuse de se battre parce qu'il a peur de perdre, il est pas gentil, il a peur. Alors qu'un boxeur professionnel qui décide de pas se battre, là, il est gentil. Là, c'est honorable. De la même manière, quelqu'un qui a pour seule manière de se faire apprécier le fait d'être serviable, le fait d'être gentil, ben, il a très peu de mérite. C'est le mec qui est important, le mec qui peut se faire des amis, le mec qui peut séduire une femme sans être à son service, mais qui le fait quand même. Là, il est réellement gentil. Et c'est ces mecs-là, en réalité, qui ont le plus de succès avec les femmes. Si t'as réellement confiance en toi, t'as absolument pas besoin d'être un connard pour réussir à séduire une meuf. Ok, je vous laisse lever le drapeau. Écoute, moi là, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je suis déjà quelqu'un de gentil, même très gentil, plus. Et avec les femmes, ça me réussit pas, tu vois. Les dernières conquêtes que j'ai eues, le fait d'être gentil, je me suis fait marcher dessus et forcément, ça n'a pas abouti à des... Et donc tu penses que tu aurais plus de succès si tu étais mal poli, que t'insultais les gens? Non, pas ça, mais être plus ferme quand il y a un petit manque de respect ou être plus ferme en fait et pas être trop gentil. Donc pour toi, être ferme, c'est l'inverse d'être gentil? Tu peux être gentil et ferme en même temps aussi, mais pas être trop gentil, parce que être trop gentil, ça n'amène pas à grand chose, parce que la femme, elle va monter un peu plus et elle va voilà. Moi, je pense que tu confonds plusieurs choses. Tu confonds la confiance en soi et le fait d'être ferme et pas se laisser marcher dessus avec le fait d'être gentil. Pour moi, être gentil, c'est juste vouloir apporter à l'autre personne, être poli et essayer de faire en sorte que les personnes se sentent bien. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu vas te faire marcher dessus, tu vas tout faire pour te mettre sous la personne, mettre la fille sur un piédestal. Et en fait, la plupart des gens, justement, ils entendent ça sur les réseaux, ils sont en mode « Ah oui, nice guys, finish last, les mecs gentils, ils se font marcher dessus ». Et donc leur réflexe, c'est d'aller insulter les meufs, de les critiquer, de les descendre, etc. Et je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. Non, c'est pas du tout insulter, etc. C'est juste être ferme et voilà. Et oui, tu as confiance en toi, mais je veux dire, même moi, j'ai confiance en moi, mais ça m'empêche pas d'être trop gentil avec la femme. Moi, je pense qu'il faut être quand même ferme et il faut pas se laisser marcher dessus. Si la femme, elle te manque de respect ou quoi, tu montres que tu es un homme et qu'on ne te manque pas de respect. Et c'est surtout ce point-là que je voulais aborder, quoi. Ouais, moi, selon moi, tu vois, il y a les gens qui disent oui à tout et qui se font un peu marcher dessus. Ensuite, tu as les mecs, justement, qui entendent ce genre de conseils et qui se mettent à devenir des connards. Ils ont peut-être un poil plus de succès. Les gens que j'ai rencontrés qui ont le plus de succès avec les femmes, c'est des personnes qui ont confiance en eux et qui sont pas des connards et qui sont serviables, justement, ils vont tenir les portes, ils vont faire des trucs, ils vont faire des compliments et ça les empêche pas d'avoir du succès. Ok. Tu l'as ton premier Olive. Merci beaucoup. T'as été trop gentil dans le débat, mon gars. J'aimerais bien avoir des potes filles, mais j'ai rencontré que très rarement des filles avec qui j'arrive à développer une relation de pote. C'est bizarre pour moi. J'arrive moins bien à connecter avec une femme en tant que pote qu'avec un mec. Je suis d'accord. Tout comme j'arriverai pas à connecter avec un mec de manière romantique. Et je sais pas exactement pourquoi, mais même les sujets de discussion, la manière de parler, à part dans certains cas de figure où j'ai rencontré des femmes qui avaient une manière de penser plus masculine. Souvent par la suite j'ai appris qu'elles étaient lesbiennes, donc c'est assez drôle. Mais ça m'est arrivé d'avoir une relation un peu plus pote, etc. Les mêmes topics, les mêmes manières de discuter qu'avec des mecs, mais c'était des meufs qui se comportaient vraiment presque comme des mecs, quoi. Ok, est-ce que l'amitié homme-femme, en gros... Ok. Ok. Mister, yes. Alors pourquoi je suis pas d'accord? Moi je pense qu'à partir du moment que du coup tu t'es casé, que t'es amoureux, que t'es fidèle, à partir de ce moment-là tu peux fréquenter d'autres femmes, tu peux leur parler, tu peux créer des liens amicaux avec elles. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Par contre si tu me dis que t'es célibataire et que dès que tu rencontres des femmes, ta première pensée du coup c'est pas de l'amitié mais c'est plus autre chose, ça c'est nuançable, je peux l'entendre. Et donc tu penses que si toi t'es en couple, il n'y a aucune chance, si tu te mets à fréquenter régulièrement une femme, qu'elle ait des sentiments pour toi ou que toi tu aies des sentiments pour elle? Bah ouais, je pense clairement que si toi t'es en couple et que t'es amoureux de ta femme ou de ta copine, peu importe, je vois pas pourquoi lorsque tu croiseras d'autres personnes, tu pourras potentiellement développer des sentiments. D'ailleurs, moi je pense que quand tu es en couple et que tu fréquentes d'autres femmes, la première chose à dire c'est je suis en couple, comme ça il n'y a pas de débat. Et moi j'ai des amies filles, j'ai une copine avec qui je vais me marier et ça se passe très bien et j'ai... Donc toi par exemple, si ta copine, elle commence à avoir un meilleur ami mec, qu'elle passe énormément de temps avec lui et que lui il est célibataire par exemple, ça va pas te poser de problème et tu penses par exemple que le mec a absolument pas envie de la choper? Je pense qu'il y arrivera pas, donc ça me va, tu vois. Donc toi ça te va que ta meuf traîne avec un mec qui veut la choper et qui attend que ça? Non. Parce que tu te dis j'ai confiance en ma meuf, elle fera rien. J'ai confiance en ma meuf, je pense que le gars, j'aurai une conversation avec lui aussi.
pense que la plupart de leurs moments, je serai aussi pas très lent, tu vois. Donc, ça me va. Mais donc du coup, il n'y a pas une vraie amitié homme-femme parce que le mec, il a envie de la choper. Je suis pas sûr que l'amitié homme-femme, c'est vraiment passer extrêmement beaucoup de temps avec une personne en privé. Tu peux Un ami, normalement, tu passes du temps avec en privé, justement, c'est un peu le concept. Ah, ça me va d'être ami, mais en public. Mais c'est une connaissance. C'est pas un vrai ami. Après, il faut remettre une définition de qu'est-ce qu'un vrai ami dans ce cas, je suis d'accord avec toi. Ouais, pour moi, un vrai ami, tu vas faire des activités avec et tout, quoi. Est-ce que j'ai convaincu certaines personnes, les amis? On va voir. Merci beaucoup, Melvin. Vous pouvez lever les drapeaux. Ah ouais. Et j'ai ton complément, t'inquiète. Merci. Ok, merci à toi, Melvin. Avec les gens qui veulent taxer les riches, redistribuer les richesses, etc. Parce que j'ai envie de leur dire, t'as envie de taxer les riches? Ok, taxons les riches. Mais vas-y, on commence par te taxer toi. Et après, les gens, ils sont là, non, mais moi, je suis pas riche. T'es pas riche? Tu gagnes quoi? Tu gagnes 2000 € par mois? T'es dans le top 10% des gens les plus riches du monde. Bah, taxons les riches. Taxons pas que les riches de France. Taxons les riches du monde entier. Et là, les mecs, ils bug. Ah, mais tu penses que c'est plus injuste que François, le franco-français, il ait pas assez d'argent à cause de l'inflation pour s'acheter le dernier iPhone? Ou c'est plus injuste que Michael qui vit au Nigeria, il voit ses enfants crever de faim devant lui? C'est quoi le plus injuste? Donc, taxer les riches, je suis d'accord. Mais tant que t'es pas en train de donner 20, 30, 40, 50% de tes thunes aux gens qui sont plus pauvres que toi, arrête de faire des grands discours. Parce qu'en réalité, t'as pas envie de taxer les riches, t'as envie de taxer les gens qui sont plus riches que toi. Ok, on peut lever les drapeaux. Allez, vas-y. Allez, on t'entend. Ok, let's go. Donc, tu dis dans la vidéo qu'il faut plus taxer les riches que des personnes beaucoup plus pauvres. Pas exactement. Je dis que les personnes qui disent qu'il faut taxer les riches, elles sont un peu hypocrites parce qu'elles n'ont pas envie d'être taxées. Elles donnent pas d'argent aux gens qui sont plus pauvres qu'eux, par exemple dans d'autres pays, en Afrique, en Inde, etc. Mais ils veulent que les personnes qui sont plus riches qu'eux, eux, leur donnent de l'argent. Pour moi, si tu donnes pas d'argent aux personnes qui sont plus pauvres que toi, va pas demander aux personnes qui sont plus riches que toi de te donner de l'argent. C'est ce que je dis en gros. Après, d'un côté, ces personnes riches-là, c'est vrai qu'elles ont gagné de l'argent d'eux-mêmes, de leur sueur. Si elles ne veulent pas donner l'argent, leur propre argent, c'est leur choix. Chacun fait ce qu'il veut de... Voilà. Ils ont mérité cet argent, justement. S'ils l'ont. Enfin, j'espère en tout cas. Maintenant, les personnes qui sont beaucoup plus riches qu'eux, évidemment, qui doivent être taxées. Tout le monde doit être taxé. Même les pauvres doivent être taxés. Parce que s'ils sont pauvres, d'une part, c'est de leur faute, évidemment. Parce que aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça dépend évidemment, bien évidemment, des pays, des origines, des ethnies, de plein de critères différents. Aujourd'hui, on a quasiment tous la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et je suis d'accord avec toi, justement en France en fait. Pour moi, si tu n'as pas un certain niveau financier, tu peux t'en prendre qu'à toi-même d'une certaine partie parce qu'en fait, tu as plein d'opportunités. Si tu es vraiment déter, tu arrives toujours à trouver un taf, tu arrives toujours à avoir une promotion et tu peux gagner plus d'argent. Malheureusement, en Afrique par exemple, je viens du Nigeria, c'est pas forcément le cas. Tu as des gens, ils n'ont même pas accès à Internet, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Et je trouve méga hypocrite de voir qu'il y a des gens qui naissent en France et qui sont en mode « Oh mais c'est injuste, il y a des millionnaires et ils sont pas taxés », alors qu'eux, ils donnent rien aux personnes qui sont dans des pays encore beaucoup plus compliqués que leur situation. Ok, vous pouvez relever les drapeaux du coup. Ok, j'ai convaincu une ou deux personnes. Bien joué quand même. Merci. Tu penses avec lequel la plupart des gens sont pas d'accord? Que la culture générale est surcotée. Vraiment beaucoup de monde qui est pas d'accord avec moi. Parce qu'en fait, en France, on a une obsession pour la culture générale. On va caractériser comme intelligent des gens qui savent beaucoup de choses. Mais en réalité, l'intelligence, c'est pas avoir une bonne mémoire. L'intelligence, c'est savoir analyser une situation et en tirer parti. Et c'est pas du tout la même chose que la culture générale. Parce que t'as plein de gens aujourd'hui qui ont une culture générale de ouf et ils sont pauvres, ils ont une vie personnelle de merde et ils arrivent rien à accomplir de leur vie. L'intelligence, c'est réussir à obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et je disais, les savoir plein de dates, connaître certaines capitales, connaître le nom de certaines personnes parce qu'ils ont inventé un truc, ça sert à rien. Il y a ChatGPT qui existe, il y a Wikipédia qui existe, il y a Google qui existe. La culture générale, ça doit pas être une fin, ça doit être un moyen d'entraîner un raisonnement. Ok, vous pouvez lever les drapeaux. Je suis d'accord avec toi pour dire que dans certains secteurs, l'intelligence va être plus utile et plus intéressante que la culture générale, mais il y a aussi des secteurs où la culture générale va être essentielle. Quelqu'un qui veut réussir en politique, quelqu'un qui veut réussir dans le monde des études, quelqu'un qui veut réussir dans un monde plus traditionnel, disons, il est obligé d'avoir une culture générale. Et je pense à une actrice qui s'appelle Adèle Exarchopoulos, qui parlait justement de ça en interview, et elle disait que dans son secteur, la culture générale était extrêmement valorisée. Donc en fait, c'est une question pour moi de secteur, c'est une question de situation, et les opposer en disant que l'un est plus utile que l'autre, en général,
pas forcément d'accord avec ça. Ok, alors dans le TikTok, du coup, je parle vraiment du fait que la culture générale est surcotée. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a tout le monde qui dit, limite, on a l'impression que le but, c'est d'avoir la plus grosse culture générale. Quand tu vois, à l'école, énormément de sujets, ils sont liés autour de la culture générale. Tu as des gens qui vont lire des livres juste pour avoir plus de culture générale. Et je pense que c'est bien plus efficace de cultiver son intelligence, donc sa capacité à résoudre des problèmes, plutôt que d'essayer de mémoriser le plus de trucs dans sa tête. La capacité à résoudre des problèmes, elle peut avoir un impact directement bénéfique sur ta vie, que ce soit le fait de trouver un meilleur taf, de gagner plus d'argent, d'améliorer tes relations, d'améliorer ton physique. Tout ça, c'est de la résolution de problèmes. C'est pas de l'apprentissage par cœur d'informations. Et donc, je préfère passer mon temps à m'améliorer et à résoudre des problèmes plutôt qu'à mémoriser le maximum de choses. Je suis d'accord avec toi, et dit comme ça, forcément, ça paraît évident, mais tu t'en parles dans le TikTok, le fait d'avoir une culture générale, donc de lire des livres, étudier des sujets, regarder des films potentiellement, ça t'aide à développer ton raisonnement. Mais c'est pas la meilleure manière de le faire. Ça reste une manière qui peut être intéressante dans certains secteurs. Je te donne un exemple. Moi, j'ai réussi à avoir des meilleures notes que pratiquement tout le monde à l'université parce qu'au lieu de faire des résumés et apprendre par cœur les choses, je résolvais les problèmes qu'il y allait avoir dans l'examen pour m'entraîner. Donc j'entraînais mon intelligence, je faisais pas de la mémorisation. Et dans la vie, c'est la même chose. Si tu t'entraînes à mémoriser des trucs, t'es juste un espèce de chat GPT. Ce qu'il faut, c'est réussir à résoudre des problèmes. Vous pouvez lever les drapeaux. Ok, une personne est passée à rouge. Je te laisse venir, prends la place. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une petite erreur qui est faite, c'est qu'on a tendance à dispatcher tout un tas de termes. Donc tu parlais de la culture générale, de tout ce qui est mémorisation, d'autres choses. Je pense que tout ça, ça fait partie de l'intelligence et que l'intelligence est directement liée à la performance. Je m'explique. Si par exemple, je ne sais pas si tu connais, il y a une auteure qui s'appelle Fanny Nussbaum qui a développé un livre dans lequel elle explique que l'intelligence finalement va être très contextuelle. Par exemple, une personne qui est footballeur va être extrêmement intelligente lorsqu'elle va être sur un terrain. Tu prends cette personne, tu la mets ailleurs, elle va te sembler complètement conne. Toi, je te mets aujourd'hui là devant une caméra, tu sembles extrêmement intelligent. Demain, je te mets... tu vois? Je te mets demain... Non mais écoute, je te mets demain dans un environnement qui n'a rien à voir avec ça. Et ben voilà, et ben tu vas paraître complètement con. Ouais. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier tous ces termes-là, si tu veux, et en fait, l'erreur vient de là, si tu veux, au niveau de ta vidéo, je pense, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'intelligence. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ce que je critique vraiment dans la vidéo, c'est cette admiration sur le fait de savoir plein de choses par cœur. On est dans un monde aujourd'hui où tu peux demander de l'information à Google, à ChatGPT, tu peux ouvrir un livre. Aucune utilité en fait à juste connaître plein d'informations par cœur. Et ce qu'il faut, c'est savoir utiliser ces informations. Et c'est ça que je dis. C'est que je dis, au lieu de vous concentrer sur essayer de mémoriser des trucs, concentrez-vous sur utiliser les outils que vous avez à votre disposition pour atteindre votre objectif. Donc ça peut être dans le foot, réussir à marquer des goals, ça peut être dans un bloc opératoire, réussir à opérer quelqu'un, ça peut être dans une vidéo YouTube, réussir à faire des vues. C'est ça qu'il faut entraîner. Il faut entraîner l'obtention du résultat, pas la mémorisation d'informations. Et finalement trouver l'environnement dans lequel on va être bon par rapport à ça pour pouvoir exploiter cette intelligence. Ok, magnifique, merci. Merci à toi. Je préfère être avec une fille qui est pas riche parce qu'il y a toute une partie de la relation qui est incroyable, c'est justement de pouvoir faire découvrir des choses à ta copine, pouvoir l'emmener dans des endroits où elle a jamais été, de pouvoir lui apporter un lifestyle qu'elle a jamais eu, et moi ça me fait surkiffer. Tu sais, avec le temps, quand tu t'habitues à l'argent, tu deviens un petit peu blasé. Moi des fois j'arrive dans les meilleurs hôtels, les magnifiques appartements, magnifiques restaurants, et je suis en mode un peu genre je m'en fous. Et là, t'as ma copine qui arrive qui est là, waouh, putain c'est trop beau, et ça me met grave de bonne humeur. Je surkiffe en fait la capacité d'une meuf à être émerveillée. Ok, on peut lever le drapeau. Ouh, ah ça fait beaucoup débat. Alors je suis pas d'accord du tout parce que moi je pense qu'il faut être avec une personne qui a au même niveau de vie que nous, parce que je pense qu'elle sera là pour profiter plus que l'émerveillement au final. La chose pour laquelle elle nous a choisi en fait, cette personne, c'est pour notre argent. T'as peur que ta copine ce soit une michto encore? Principalement. Je pense qu'il n'y a aucune femme sur cette terre qui est capable d'être avec un mec plus riche sans être attirée uniquement par son argent. En fait, je pense que c'est avant ta réussite que tu peux avoir une personne qui t'a accompagné dans ton chemin de douleur et de souffrance, et que là, tu viennes la récompenser, entre guillemets, puisque que tu aies été pauvre ou que tu sois riche. Je suis d'accord avec toi que c'est la situation idéale, mais imagine que maintenant tu es riche, tu n'as pas de copine, du coup, tu vas aller chercher une meuf qui a autant d'argent que toi, c'est ça ton objectif? Tu peux pas prendre une meuf plus pauvre que toi. Donc toutes les meufs qui ont moins d'argent que toi, c'est disqualifié automatiquement parce que tu as peur des michtos. Exactement. Parce que en fait, J'espère que tu ne deviens pas milliardaire, sinon tu auras le choix entre 4 meufs, ça va être compliqué pour toi. En fait, non, c'est juste que le truc, c'est que ça part pas de quelque chose de négatif, je dirais, mais c'est inconscient dans l'esprit en fait de la femme en question. Ok. Donc toi, par exemple, si tu as un pote qui a beaucoup d'argent,
tu seras forcément pote avec lui parce qu'il a de l'argent. Tu peux pas juste te dire ah il a de l'argent mais je suis aussi pote parce que je l'aime bien quoi. Il y a de la nuance, mais pour éviter en fait ce type de situation, je pense qu'il faut tout de suite aller choisir. Le choix d'une partenaire, le plus important pour toi, c'est faire attention à ça. C'est pas la personnalité, la beauté, les intérêts en commun, en tout cas, la confiance, tous ces trucs-là, ça passe en seconde position par rapport au fait que la personne doit avoir le même niveau. Pour moi, non, ça fait juste partie en fait des critères à respecter. Puisqu'en même temps, moi, j'aurai une personne qui sera éduquée comme moi, on va se pousser vers le haut directement et on pourra échanger en fait sur nos business chacun. Ok, merci Isaac. Ok, on peut relever le drapeau. Ok. Déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu pourrais sortir avec une femme qui gagne autant ou plus d'argent que toi? Oui, je pourrais, mais je préfère être avec une fille qui... Enfin, en fait, j'aime pas les filles blasées. Mais du coup, tu dis toi-même dans tes vidéos que quand tu vas dans un endroit, maintenant, tu as l'habitude. Donc du coup, tu es content parce que tu l'émerveilles. Et du coup, tu as l'impression que si tu étais avec une femme qui gagnait autant ou plus d'argent que toi, tu aurais du mal du coup à l'émerveiller et du mal à... En fait, j'ai de la peine avec les gosses de riches. En gros, les gosses de riches qui ont été habituées depuis qu'elles sont gamines à avoir énormément d'argent. Tu l'invites à un magnifique resto, tu l'invites en vacances et en fait, elle est déjà, tu vois, tu vas aux Maldives, elle est déjà aux Maldives 20 fois, elle s'en fout. Ok, donc moi, je suis pas une gosse de riche et du coup, si demain, je gagne autant d'argent que toi ou plus, du coup, tu penses que tu aurais du mal à m'émerveiller ou que du coup je serais lassée? Franchement, je préfère sortir avec une fille qui gagne moins d'argent que moi. Ouais. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des mecs. Oui, mais du coup, c'est une question de confiance en soi alors? Non, pas du tout. Mais du coup, ça a un rapport avec l'argent. Donc forcément, ça veut dire que si je préfère qu'elle ait moins d'argent que toi, c'est que du coup, c'est que tu affectionnes l'argent au besoin, enfin que ça va t'apporter quelque chose, une plus-value quoi. Ouais, j'aime être valorisé par mon travail. J'aime en fait que les efforts que je fais dans mes business soient appréciés par ma compagne. Si ça fait 10 ans que je me tue au travail pour créer mes business, etc. et que derrière, en fait, la fille, elle valorise pas du tout ça parce que c'est une gosse de riche, oui, ça oui, mais du coup, à chaque fois, tu dis une gosse de riche. Mais du coup, regarde, moi, je suis pas une gosse de riche. Et je pourrais être impressionnée par quelqu'un qui gagne autant ou plus d'argent que moi. La majorité des gens qui réussissent dans le business, ils ont un trouble. Quand tu as un trouble de l'attention, donc ADHD, c'est très dur pour toi d'être concentré sur quelque chose qui t'intéresse pas. Mais quand tu es concentré sur quelque chose qui t'intéresse, tu es concentré beaucoup plus fort que les gens qui n'ont pas ce problème-là. Et donc, tu as énormément de personnes qui ont ce trouble-là, qui du coup, arrivent pas du tout bien à l'école, parce qu'ils arrivent pas, ça les intéresse pas, ils sont pas du tout concentrés. Mais les mêmes personnes, tu les mets devant un jeu vidéo ou un truc qui les intéresse et tu leur parles et ils entendent rien. Beaucoup de personnes qui ont un trouble de l'attention, ils ont un trouble de l'attention parce que c'est des choses qui les stimulent pas, mais que s'ils sont en face de quelque chose qui les stimule, du coup ils arrivent à être très concentrés et que cette capacité à être très concentré, ça peut leur permettre de bien réussir dans le business par exemple. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont un trouble de l'attention. Ok, je te laisse, tu voulais parler de ça justement. J'ai été diagnostiqué d'un TDAH il y a 8 ans maintenant. J'ai à la suite de ça créé l'éveil du TDAH, donc mon activité tout simplement. Et je reçois des dizaines de personnes chaque semaine qui échangent avec moi, mais qui m'expliquent finalement comment leur TDAH a impacté leur vie, que ce soit négativement ou positivement. Et je remarque que ces personnes, en fonction de l'environnement dans lequel ils vont être justement, vont pouvoir utiliser ce TDAH ou pas. C'est-à-dire que le TDAH va être un trouble. Par définition, c'est pas quelque chose, comme on peut un petit peu l'entendre dans ta vidéo, même si elle est excellente, que ça va être quelque chose de positif, notamment dans pas mal de domaines. À la base, ça reste quand même un trouble. Un trouble, c'est quelque chose qui va être impactant dans la vie. Par contre, si on arrive à se mettre dans le bon environnement, en effet, on va pouvoir en tirer parti. Et le problème, c'est que sur les 5% à peu près de personnes dans le monde qui sont pas diagnostiquées, qui sont atteintes d'un TDAH, eh bien, la grande majorité va malgré tout ne pas pouvoir en tirer parti, vu qu'ils n'arrivent pas à réunir les conditions qui leur permettent justement de s'en sortir avec ça. Et donc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par un TDAH et qui sont dans le domaine du business, mais il ne faut pas oublier que malgré tout, des personnes qui auraient un TDAH qui feraient du business, si elles n'ont pas tous les éléments qui sont réunis pour qu'elles arrivent à s'en sortir, elles s'en sortiront bien moins que les autres. Et donc je pense qu'il faut nuancer tout ça quand même. Ok, carrément, alors je m'y connais très peu par rapport à ça, donc je me permets d'intervenir pour ça. Tu sais, il y a des sujets où il faut reconnaître ton ignorance. Je suis pas du tout un expert là-dessus. Moi, c'est juste un truc que j'ai remarqué personnellement, où en fait, dans le business, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'attention et intuitivement, tu te dis, mais attends, c'est bizarre parce que le mec, je le vois, il est derrière son ordi, il est ultra concentré et il arrive à être super attentif. Donc, est-ce que c'est le cas justement que quand tu as un trouble de l'attention, si tu as un truc qui te stimule, tu peux être plus concentré que les personnes qui en ont pas? Ça s'appelle l'hyperfocalisation et c'est quelque chose qui concerne 80-90% des personnes
qui ont ce trouble, d'après pas mal d'études. C'est vrai que dans le business, on retrouve à peu près, je crois que c'est 60% des personnes qui sont dans le business et qui ont plusieurs traits du TDAH. Donc, ce qui correspond à un chiffre assez colossal. C'est vrai que finalement, ces personnes-là vont avoir une impulsivité. Donc, cette impulsivité va les pousser à prendre des risques, ce qui va être plutôt intéressant dans le business à certains moments, mais ça va être plutôt rien. Et il y a pas mal de choses comme ça qui vont être assez avantageuses. Par contre, elles vont avoir une vraie difficulté à s'organiser, à planifier les choses, dû finalement à toute la partie avant du cerveau qui est sous-alimentée. Et donc, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour elles. Donc, c'est des personnes qui réussissent mieux dans le business, mais que si elles ont un soutien derrière d'un point de vue organisationnel. Ok, vous pouvez relever les drapeaux. Merci beaucoup. Les gens qui ont 10 réveils, c'est une connerie monumentale. Ça empêche ton cerveau de vraiment se réveiller. Tu perds du temps. Qui aime passer du temps à s'endormir, se réveiller, s'endormir, se réveiller? Je ne comprends pas les gens qui font ça. Donc arrêtez, sortez de votre lit le plus rapidement possible. Et si vous n'arrivez pas, mettez votre téléphone à 2 mètres de votre lit. Comme ça, vous êtes obligé. Il y a plein de gens, à chaque fois que je fais des TikTok ou qu'il faut sortir de son lit vite, ils sont là, ah, moi c'est impossible, moi j'ai besoin de temps pour me réveiller. Nanana. Bullshit. Mon gars, je suis sûr et certain que c'est mieux pour toi de sortir de ton lit immédiatement. Ok, je vous laisse lever le drapeau. Ok, donc on a 2 personnes qui kiffent se réveiller. 3. Ok. Déjà, ça changerait de mettre un réveil ou alors en mettre 10, parce que dans tous les cas, à partir du premier réveil, on peut se réveiller si on en met 10. Si on est dans un cycle qui est justement en sommeil léger. Si on est au milieu d'un sommeil profond, s'il y a un seul réveil qui sonne et par exemple on l'éteint sans faire exprès en cliquant sur le téléphone et qu'on est déjà dans le cycle de sommeil profond, on va se rendormir directement. Donc on peut louper, ça se trouve, notre train, notre travail ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un réveil à 2 mètres de ton lit? Ça changerait, hein, parce que soit moi j'ai cette expérience parce que j'ai des problèmes de sommeil. Ça veut dire que je sais que même si je mets mon téléphone même dans une autre pièce, même le réveil peut sonner continuellement, ça va pas me réveiller. Ok. Et même t'as déjà vu ces réveils super, tu sais, vraiment les réveils physiques que tu peux acheter sur Amazon qui sonnent vraiment comme ça je voyais pas. Moi je parlais plus des réveils téléphones. Les réveils téléphones sont tous sur Apple. Il suffit juste de cliquer sur arrêter et le réveil il se coupe. Ça veut dire c'est même risqué par exemple si on a un rendez-vous important ou quoi. Et tu penses pas que justement le fait d'avoir plein de réveils, ça te permet de te dire ah mais c'est pas grave, j'en ai un autre, et donc de te rendormir à chaque fois, et que limite tu prends plus de risques d'être en retard parce que tu peux dire ah c'est bon je vais plus tard jusqu'au moment où en fait t'es en retard et en plus t'es super fatigué parce que tu t'es réveillé, rendormi. Non parce qu'imaginons je dois me réveiller à 8h, on met un réveil à 8h, dans ce cas là je mets un réveil de 7h50, 7h51, 52 jusqu'à 8h, ça veut dire que j'en fais 10. Et dans ce cas-là, je me réveille à 8h, imaginons si c'est le dernier. T'as déjà essayé de mettre un réveil très fort à 2 mètres de ton lit? Ah mais oui, plein de fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si on est en phase de sommeil profond, parce que c'est des cycles, ça veut dire on dort. On peut même se réveiller inconsciemment et se rendormir directement après, on va même pas se rappeler. Du coup, ce que je critique, c'est les personnes qui ont l'habitude d'avoir 10 réveils et qui tous les matins vont se réveiller, se rendormir 10 fois et qui font ça en continu. Si c'est une fois parce que tu as un truc important et que tu veux être safe, ouais, pourquoi pas avoir plus de réveils, mais je pense pas que c'est bon pour ton cerveau de t'endormir, te réveiller, t'endormir, te réveiller tous les matins. Après, moi, je parlais plus du schéma 7h50 jusqu'à 8h non-stop. Ça veut dire c'est juste pour que l'alarme dure plus longtemps. Ok, je comprends. Et que si on en arrête une sans faire exprès, c'est pas grave. Ok. Ouais, comme un peu une solution de sécurité, quoi. Voilà. Ok. Yes, au top, vous pouvez relever vos drapeaux du coup. Ok. Le gouvernement de Dubaï a mis en place un programme où ils vont récompenser avec des sommes de plusieurs milliers d'euros tout fonctionnaire qui arrive à supprimer une réglementation, supprimer de l'administratif. Et ça, c'est un truc qui est strictement l'inverse de ce qui se passe en Europe, où les gouvernements ont l'impression qu'ils ont envie de te rajouter de l'administratif partout où ils peuvent, tu vois. Et ça montre en un exemple quelle est la mentalité du pays. Dans un pays où le gouvernement, il est pas là pour te niquer, pour te rendre ta vie plus compliquée, le gouvernement, il est là pour te rendre la vie plus facile. Le gouvernement est géré comme une entreprise où on essaye de délivrer des services, des biens à la population qui sont de qualité. On prend pas les habitants comme des cons qui font que de se plaindre, etc. Non, c'est nos clients. On essaie de les rendre heureux et on le fait extrêmement bien et vite. Okay. Du coup, je pense que Dubaï est la meilleure ville du monde. Tu parles de Dubaï comme la ville idéale. Je vais te montrer que non. Déjà, Dubaï, c'est une tendance et toute tendance est éphémère. Elle a gagné en popularité d'un coup, mais elle va redescendre de la même manière. Et donc, tu veux parier ? Oui. Okay. On verra. Tu peux affirmer comme ça, ouais, fort que ça va redescendre d'un coup aussi. Parce que c'est une loi. C'est la loi de la nouveauté. Ce qu'il y a depuis très longtemps a beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps, alors que ce qui est nouveau a moins de chances de durer, tout simplement. Enfin, c'est une loi. Moi, je te parle juste de la ville en soi. Aujourd'hui, en instant T, je pense qu'il a des avantages incomparables à la plupart des villes en Europe, aux États-Unis, etc. Tu as moins de taxes, tu as plus de sécurité, plus de modernité, tu as tout à disposition
disposition, tu as le confort, tu as les services, tu as un aéroport qui est l'aéroport le plus fréquenté dans le monde, tu peux aller partout, il fait chaud, il fait beau, t'as pas de criminalité. Si tu prends tous ces critères-là et que tu compares toutes les villes dans le monde entier, il n'y a aucune ville qui dépasse Dubaï. Alors tout ça, à part l'aéroport, le plus grand aéroport du monde, tu peux les retrouver en Croatie. Bon, alors peut-être que je suis un petit peu biaisé parce que je suis moitié croate, mais non, sérieusement. T'es déjà allé à Dubaï? Dubaï non, mais alors comment tu peux juger voilà, comment tu peux juger? Parce que je prends des témoignages de personnes qui habitent là-bas et il y a aussi des choses, des faits qui sont avérés. Par exemple, la pollution, c'est un problème absolument énorme. Toi-même, tu en parlais, que ça affectait ta santé. Ce que je trouve incroyable avec Dubaï, c'est la direction dans laquelle ça va. En fait, le gouvernement est là pour améliorer la ville. Quand tu viens en Europe, tu vois que chaque année, les villes limite c'est pire. Alors qu'à Dubaï, chaque année, il y a plus de trucs, on améliore. Là, tu parles de la pollution, il y a énormément de moyens qui sont mis en place pour corriger ça. Ok, les drapeaux, si on peut relever. Ok. Alors pour moi là c'est important de recontextualiser le sujet. Pour comparer Dubaï, je vais prendre Paris. Prenons deux personnes, une à Dubaï et une à Paris, qui ont la même qualité de vie, enfin qui ont les mêmes revenus, qui gagnent la même somme, mettons 50 000 € par mois. Ouais. Déjà pour moi le côté fiscal, le côté sécuritaire, le côté qualité de vie en elle-même, tu peux l'avoir à partir du moment où tu gagnes autant d'argent, que ce soit à Dubaï ou à Paris. Donc maintenant le sujet c'est de savoir quelle est la ville la plus intéressante dans laquelle vivre. Je suis juste pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Déjà la personne de Paris qui gagne 50 000 par mois, elle gagne pas 50 000 par mois, il y a l'État qui vient, hop, et elle gagne 15 000. Toutes les optimisations fiscales en France, il y a tout le monde qui dit ça, je connais personne, et à chaque fois je pose les questions, il y a personne qui arrive à payer moins de 40% d'impôts en France. Même avec les holdings, etc., ça marche pas. Justement, plus tu es riche dans des villes où il y a de la criminalité, plus c'est dangereux pour toi. À Paris, il y a des gens qui se font arracher leur montre, qui se font niquer leur voiture, qui se font cambrioler, et ça c'est justement parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent pas juste parce qu'ils ont de l'argent s'extraire et se mettre en sécurité. Là est tout le problème. Je suis d'accord avec toi, mais après c'est sûr que si tu portes une montre à un certain prix, tu vas pas marcher au milieu de Paris avec. À Dubaï, tu peux marcher avec ta montre partout. Oui, mais il faut prendre ça en considération, mais c'est sûr que pointer juste un défaut en disant que du coup ça rend la ville invivable et pointer un avantage de Dubaï en disant que la ville est mieux à partir de ça, je trouve que c'est faire un gros raccourci. Paris a énormément d'avantages par rapport à Dubaï. Dubaï est une très belle ville, je suis pas en train de dire que Dubaï est nul et Paris c'est le top. Ouais. Mais le sujet là c'est de dire quelle est la ville dans laquelle on peut vivre le mieux en fait tout simplement. Et pour moi il y a une diversité à Paris qu'on n'a pas à Dubaï, que ce soit, je vais pas prendre l'argument de la nature parce qu'à Dubaï il y a plein d'endroits qui ont été créés pour ça, mais que ce soit artistiquement, que ce soit au niveau de la beauté de la ville en elle-même. Quand tu te balades à Paris il y a un effet waouh, tu te dis ok là c'est beau. Quand tu vas Place Vendôme, Opéra ou Louvre, à Dubaï t'as pas d'endroit comme ça, il y a un effet waouh mais la première fois, mais tu t'émerveilles pas devant des bâtiments, devant, voilà. Mais je me suis fait défoncer sur la plupart des trucs. Vous êtes bons les gars, vous êtes bons. Et les filles. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important pour moi de montrer qu'on peut débattre dans la bonne humeur, changer d'avis, argumenter, et que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Les vraies discussions, ça se passe comme ça. Donc merci à tous d'avoir participé et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Omier, allez ciao.